Salut les bowlers, je suis content de vous retrouver après un long moment d'absence et aujourd'hui on va aborder un sujet qui passionne énormément de monde, la détente verticale. Il y a à peu près 2 ans, j'avais sorti une première vidéo sur le sujet, donc c'était une vidéo qui vous montrait des exercices pour améliorer votre détente et cette vidéo a très bien marché puisque quasiment 2 ans après, la vidéo comptabilise 600 000 vues. Oui, mais voilà, depuis, je me suis formé sur la question, j'ai appris énormément de choses et il est important que je vous informe de ce que j'ai appris. Même si à l'époque, j'avais essayé déjà de prendre un maximum de précautions en vous prévenant que je n'étais pas préparateur physique ou coach sportif et que je me basais sur ce qui avait déjà été réalisé et ce qui avait aussi bien marché pour moi, il est vraiment important que je vous précise des choses avant que vous continuiez à vous entraîner parce que j'ai vu des commentaires où de nombreux d'entre vous voulaient toujours et encore plus progresser. Certains commençaient le programme très tôt, à 12 ans, 13 ans. Et même si je suis très content d'avoir vu qu'il y avait vraiment beaucoup de commentaires avec des témoignages de réussite, que ce programme avait marché, j'ai aussi vu un commentaire, alors là c'est peut-être ma mémoire qui flanche, mais un commentaire qui disait qu'une personne s'était blessée. Donc pour moi c'est important de vous faire une mise à jour. Cette obsession pour le dunk, elle est normale à l'adolescence, mais le problème c'est que certains d'entre vous veulent toujours plus s'entraîner, mais sans savoir comment bien s'y prendre, comment bien s'entraîner. Donc aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que chaque individu a un profil optimal qu'il peut prétendre atteindre s'il s'entraîne de la bonne façon. Et évidemment, ce profil optimal pourra lui permettre d'atteindre sa détente maximale potentielle. Mais il est important de comprendre que nos profils optimaux sont différents parce qu'ils sont conditionnés par différents facteurs, dont la génétique, mais je vous ai préparé une vidéo sur le sujet que je publierai bientôt. Donc pour que vous compreniez bien, deux individus du même âge, de la même taille, du même poids n'ont pas forcément le même profil optimal parce qu'il y a donc différents facteurs qui entrent en compte. Et pour vous parler de ce fameux profil optimal qui se base sur la relation force, vitesse, puissance, qui de mieux que Jean-Benoît Morin, qui est docteur et chercheur en sciences du sport, qui est également professeur à l'Université de Saint-Étienne et qui a établi avec Pierre Samozino le profil force, vitesse, puissance qu'utilisent aujourd'hui de nombreuses équipes NBA. Mais à quoi sert ce rapport force, vitesse, puissance, me diriez-vous? Eh bien tout simplement à mieux scanner les qualités athlétiques d'un individu et à déterminer quels sont ses besoins pour progresser en sprint et en détente verticale. Après plusieurs mois de recherche, Pierre Samozino et Jean-Benoît Morin ont établi que pour être performant dans une activité explosive, il fallait beaucoup de puissance, c'est-à-dire produire beaucoup de force en peu de temps. Vous comprenez donc pourquoi le rapport entre la force et la vitesse est essentiel pour être explosif. Dans le basket, quand vous sautez pour prendre un tir, pour prendre un rebond, pour contrer ou pour dunker, c'est un mouvement explosif. Voilà pourquoi ce profil force, vitesse, puissance est important. Et la question que se sont posées Pierre Samozino et Jean-Benoît Morin, c'est comment déterminer si un athlète avait besoin de plus de force ou de plus de vitesse pour aller plus haut ou tout simplement plus vite. Leurs recherches ont donc abouti sur l'établissement de ce profil force, vitesse, puissance et c'est Jean-Benoît Morin avec qui j'ai eu la chance de longuement discuter qui vous explique pourquoi ce profil est essentiel pour progresser en détente verticale. En fait, c'est un triangle. C'est un triangle entre de quoi l'athlète a besoin dans son rôle dans son sport. Et par exemple, en basket ou en rugby, certains athlètes auront besoin de certaines qualités physiques, d'autres moins, par rapport à leur tâche, par rapport au contexte. La deuxième pointe du triangle, c'est qu'est-ce que le sport demande de façon, on va dire, générale. Et la troisième pointe du triangle, c'est en effet d'où mon athlète part, quel est son profil de départ. Et donc, quand j'ai répondu à ces trois questions, en effet, pour certains joueurs, je vais dire, lui, il a besoin de travailler la force et il n'en a pas beaucoup. Donc, on va mettre le curseur là. Lui, il a besoin de l'avoir et il en a. Donc, on va mettre le curseur ailleurs. Voilà, en fait, on module une sorte de… C'est comme avec la musique, avec un équaliseur, quoi. C'est-à-dire, on veut un bon son et on va regarder de quoi est fait le son au départ et qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut moduler. Voilà, donc,
c'est pas aussi systématique que un tel a besoin de ça, un tel a besoin de ça. Jean-Benoît Morin vous précise d'ailleurs ce qu'il faut comprendre derrière le terme vitesse. Dans le contexte sportif, la vitesse, c'est la capacité à couvrir une distance dans le temps le plus court possible. Donc, c'est la capacité finalement à déplacer son corps dans le temps. C'est relativement différent de ce qu'on pourrait appeler la vitesse musculaire ou la vitesse de contraction des fibres musculaires, mais in fine, ce qui crée la vitesse macroscopique de déplacement du corps, c'est une accumulation de vitesse microscopique. Et donc, si on développe la qualité musculaire et que globalement la technique permet les choses, on va retrouver une vitesse macroscopique élevée. Donc, c'est la capacité à se déplacer beaucoup par unité de temps, ou alors dans un temps donné, sur une distance donnée, à se déplacer dans le moindre temps possible. Si on prend le basket, par exemple, c'est soit couvrir du terrain, soit dans un temps qui est donné par une trajectoire de balle ou un rebond, d'essayer de couvrir la plus grande distance. À partir de là, vous comprenez pourquoi des programmes de détente généralistes comme Air Alert ne fonctionnent pas pour tout le monde. En fait, ces programmes ne prennent pas du tout en compte les spécificités et les besoins de chaque individu, et c'est encore Jean-Benoît Morin qui précise cette idée. Ouais, alors je me rappelle qu'un été, alors je ne saurais plus te dire l'année, mais je jouais encore au basket, j'ai fait le programme Air Alert, Ouais, je l'ai qui fait je ne sais pas aussi. s'il est toujours… Bon, bref. Mais le programme Air Alert, c'est un programme qui n'était pas basé sur la force, dans le sens, on sous-entend toujours, quand on dit le mot force, on sous-entend force maximale, Mhm. ce qui est en soi une erreur. Euh, un boxeur qui envoie son poing extrêmement rapidement, il a créé beaucoup de force dans un contexte de très haute vitesse. Tu vois, mais le programme Air Alert, il n'était pas basé sur la force, il était basé sur la répétition et sur une répétition un peu folle et sur le fait, comme tu l'as dit, que c'était en gros à la fin, soit tu dunks, soit tu as des tendinites partout. C'était un peu ça, c'était un peu la vision do or die. Et effectivement, un prérequis qui est à mon avis trompeur, c'est que pour sauter haut, il faut beaucoup de force. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce que pour sauter haut, il faut propulser sa masse corporelle très vite. Et on voit une relative déconnexion entre la capacité de force maximale, c'est-à-dire par exemple combien de kilos tu vas pousser en demi-squat, Mhm. c'est-à-dire de force à vitesse très lente. Un demi-squat en 1 RM, c'est très lent, hein. Mhm. Et la force que tu peux mettre au sol quand tu pousses très vite, contre tes 70, 80, 100 kilos. Donc pour sauter haut, il faut de la force, mais dans le contexte de poids du corps. Et là, il y a un truc qu'on a observé dans nos recherches, c'est que pour être meilleur à poids du corps, certains athlètes vont effectivement avoir besoin de force maximale Mhm. et d'autres athlètes vont avoir besoin en revanche de vitesse, c'est-à-dire d'être capable de produire de la force quand le mouvement va très vite. Et on a vu que chez des gens entraînés, il y avait une déconnexion entre les deux. C'est pas parce que tu es fort à vitesse basse que tu seras fort à vitesse élevée. Dit autrement, tu peux avoir un très gros 1 RM et avoir une détente verticale qui sera bonne mais pas exceptionnelle et vice-versa. Donc, la base de notre réflexion, c'est encore une fois de mesurer les qualités de physique de l'athlète et d'essayer de déduire par nos calculs les qualités physiques qui restent à développer. Il y a un point fondamental. Quand tu fais cette fameuse relation force-vitesse, Mhm. qui va à peu près de ton 1 RM en demi-squat à la vitesse maximale avec laquelle tes jambes pourraient pousser, le squat jump, c'est-à-dire le saut maximal à poids du corps, les chiffres montrent qu'il est au milieu de cette relation. Mhm. Donc, une grosse erreur que je vois souvent dans les livres d'entraînement, c'est qu'on considère que le squat jump, c'est un exercice de vitesse. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de charge et parce que, etc. Sauf que quand tu le remets dans le spectre des possibles, il est globalement en plein milieu du spectre. Donc, ça veut dire que le squat jump, on va dire, c'est le début des exercices de vitesse. Mhm. Mais on peut aller beaucoup plus vite qu'un squat jump. Par contre, il faut de l'assistance, il faut des élastiques, il faut une mise en place technologique un peu spécifique. Et je pense qu'il y a un énorme biais dans la préparation physique, c'est le biais de la charge, qui est qu'il est beaucoup plus facile de mettre 20 kg ou 40 kg ou 80 kg sur une barre pour s'exercer que de s'alléger. Ouais. Et nos études montrent que parfois, certaines personnes ont besoin plutôt de s'alléger que de s'alourdir pour s'améliorer. Par contre, si tu prends, donc ça c'est pour vraiment des gens entraînés. Par contre, si tu prends des gens novices, qui n'ont jamais vraiment fait de renforcement, etc.,
il est fort probable, j'appelle ça moi des tubes de dentifrice, Ouais. plein de dentifrice, tu appuies n'importe où, tu vas avoir des résultats. Donc, il est fort probable, si je prends la classe de ma fille qui est au collège et que je leur fais faire des cycles de force maximale pendant 6 mois, je pense qu'ils vont tous sauter plus haut. Mhm. Mais on ne raisonne pas sur ces gens-là, on raisonne sur des gens qui ont déjà un niveau d'entraînement assez élevé. Et Mhm. là, on va se poser la question d'un peu plus de spécificité. Alors pour votre compréhension, quand Jean-Benoît Morin parle de 1 RM, il s'agit de faire un exercice chargé, donc un exercice de musculation avec charge, avec une charge lourde qui vous permet de faire une seule répétition seulement parce que la deuxième serait trop dure. Donc en général, c'est vraiment des grosses charges. Donc si je résume ce que Jean-Benoît dit, c'est que pour les plus jeunes d'entre vous et les moins entraînés, eh bien, évidemment que vous allez progresser en faisant des programmes généralistes comme Air Alert ou même le programme que je vous ai présenté parce que finalement vous partez de zéro. Mais pour ceux qui ne partent pas de zéro et qui auraient par exemple besoin de force, et bien là, des exercices avec des charges sont indispensables. Et ceux qui ont besoin de vitesse, ben là c'est l'inverse. Il faut décharger au maximum, alléger son corps. L'autre problème des programmes généralistes, c'est qu'ils ne vont pas évaluer vos déséquilibres physiques, vos malformations physiques, vos postures. Ça, c'est très important d'avoir la bonne posture pour faire les exercices, pour éviter les blessures. Et ils ne vont pas non plus prendre en compte votre mobilité générale. Et c'est pourquoi il y a autant de blessures avec des programmes comme Air Alert qui, comme l'a dit Jean-Benoît, se base vraiment sur la répétition et répéter un mauvais geste, et ben, vous imaginez que c'est très mauvais pour votre corps. Et c'est donc pourquoi il est essentiel, très important de faire appel à un professionnel, à un coach sportif, à un préparateur physique lorsque vous voulez progresser en détente parce que c'est trop sensible. Vous pouvez vous blesser et vous pouvez vous blesser à vie. Tout simplement avec des mauvais gestes, des problèmes de genoux, ça va très vite si vous faites mal vos exercices. Donc c'est pourquoi vous devez faire appel absolument à un spécialiste si vous voulez progresser. Désormais, vous comprenez pourquoi les programmes de détente généralistes ne fonctionnent pas pour tout le monde. Et si jamais vous voyez un programme de ce type qui vous vend du rêve, et ben, vous savez que si vous partez de zéro, oui, vous allez progresser. Par contre, au bout d'un moment, il y aura une stagnation. Et au pire, vous pourrez vous blesser si vous faites mal les exercices d'un point de vue technique. Cette vidéo n'est que la première d'une série de 6 vidéos sur le sujet que je vous proposerai chaque semaine à partir de maintenant. Donc on ira jusqu'à mi-avril. Et le titre de la prochaine vidéo, c'est comment bien évaluer son profil force, vitesse, puissance. Et je vais vous expliquer tout ça la semaine prochaine. Donc si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine et si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre rapidement. Allez, ciao les ballers et à la semaine prochaine.